Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur All That Jazz, le premier podcast français consacré à la comédie musicale. On est toujours Fanny. Et Anna. Et aujourd'hui, on fête le 80e épisode de All That Jazz. Voici déjà 80 épisodes qu'on se retrouve avec vous pour vous parler de comédie musicale. J'espère que vous n'en avez pas marre. Mais non, pourquoi ? Il n'y a pas de raison. Avant de rentrer dans le vif du sujet de ce dont on voulait vous parler pour cet épisode, on vous annonce le film qui fera l'objet de la prochaine séance de notre célèbre All That Jazz Cinema Club. Il s'agit de Little Shop of Horrors, le film musical de 86 réalisé par Frank Oz, adapté de la comédie musicale scénique de 82. La séance aura lieu le dimanche 18 décembre à 17h, toujours au cinéma L'Archipel à Paris. Et alors, on a choisi de programmer Little Shop of Horror en cette fin d'année, notamment parce que actuellement, la version donc comédie musicale scénique se joue à l'Opéra Comique à Paris. Et figurez-vous que donc nous avons découvert cette version en fin de semaine dernière. Et chères auditrices, chers auditeurs, nous avons un petit cadeau pour vous. Si vous écoutez cet épisode le jour de sa sortie, vous pourrez retrouver sur Instagram en story un lien pour acheter des places à tarif réduit, 30% de réduction rien que pour vous sur les représentations du 18 au 25 décembre. Donc allez regarder notre story et prenez vos places pour ce spectacle. Et si jamais vous faites partie de ces nombreux auditeurs et auditrices qui n'écoutaient pas le podcast le jour de sa sortie, c'est pas grave. Vous pouvez nous écrire sur les réseaux et on vous redonnera le lien en privé. Et bien sur ce, lançons le sujet du jour, qui est donc une autre comédie musicale qui n'a absolument rien à voir avec Little Shop of Horrors. Il s'agit de Cabaret. En fait, on avait très envie de vous passer ce film dans le cadre du All That Jazz Cinema Club, mais bon, il semble que pour l'instant ce ne soit pas possible. Donc, on a décidé de vous en parler quand même. Et alors, petite spécificité qu'il faut vous expliquer, on a enregistré le gros de cet épisode en août, et on n'était absolument pas au courant qu'il y allait avoir une version de Cabaret qui allait se jouer à Paris, au Lido, cet hiver. Et donc, évidemment, quand on a su ça, il fallait qu'on vous rajoute notre avis sur cette nouvelle version. Donc vous allez entendre d'abord nos développements sur Cabaret, puis ensuite en fin d'épisode, vous allez sûrement voir la différence de son, vous allez entendre notre avis sur la version qui se joue en ce moment au Lido. Donc une partie de cet épisode enregistrée sous une chaleur torride, l'autre partie enregistrée sous un froid glacial. Cette différence de température se ressentira-t-elle dans nos paroles ? On ne sait pas. On ne sait pas. En tout cas, c'est parti. On lance Anna et Fanny de il y a quelques mois. À tout à l'heure. Aujourd'hui, on souhaite vous parler d'une comédie musicale culte, une comédie musicale qui a été créée en 1966 mais qui a beaucoup évolué depuis sa première représentation. Je suis une comédie musicale rendue célèbre par le film avec Liza Minnelli. Je suis bien évidemment Cabaret. Cabaret, en fait, c'est une comédie musicale qui, comme West Side Story, a eu un succès lors de sa première création, mais qui a surtout été rendu célèbre par le film de 1972, donc avec Liza Minnelli, comme je disais. C'est un cas de figure où on va retrouver beaucoup d'hybridation et d'échanges entre la pièce et le film, dans le sens où le film va beaucoup influencer les différentes versions postérieures de la pièce sur scène. Donc, en fait, pour une fois, on va pas séparer film et pièce sur scène, mais plutôt on va vous parler des différentes versions de cette œuvre dans l'ordre chronologique. Mais tout d'abord, Cabaret, de quoi ça parle ? Alors, j'ai essayé de vous concocter un pitch, on va dire très général, puisque comme vous l'avez voir, les histoires sont très différentes entre les versions scéniques, le film, etc. Mais en gros, Cabaret, ça se déroule à Berlin, au tournant des années 20 et des années 30, durant ce qu'on appelle la République de Weimar, c'est-à-dire le régime politique qui a duré de la fin de la Première Guerre mondiale jusqu'à l'accession d'Hitler au pouvoir en 1933. Un jeune écrivain débarque à Berlin et s'installe dans la pension de Fräulein Schneider. Là, il rencontre Sally Bowles, une chanteuse de cabaret qui travaille au Kit Kat Club. Ils entament alors une relation, on va dire, compliquée, et en parallèle, on voit la montée du nazisme et de l'antisémitisme que beaucoup préfèrent ignorer en se réfugiant justement dans le fameux Kit Kat Club, dont le maître de cérémonie sert de narrateur à l'histoire. Parlons tout d'abord de la première production, donc la production originelle sur scène à Broadway.
Cabaret, c'est tout d'abord une idée du producteur et metteur en scène de comédie musicale Harold Prince. Prince va demander à John Kander et à Fred Ebb d'écrire la musique et les paroles de cette œuvre. Il avait déjà collaboré avec eux auparavant. Il avait produit leur premier spectacle qui s'appelait Flora the Red Menace avec Liza Minnelli justement, et donc les charges de lui concocter ce nouveau projet. Oui, petit rappel sur Kander and Ebb, c'est donc évidemment un duo célèbre. Ils feront plus tard notamment Chicago, Zorba, Kiss of the Spider-Woman. C'est des collaborateurs fréquents de Bob Fosse et de Liza Minnelli, et ils sont aussi les auteurs des chansons de New York, New York. Donc on a déjà parlé d'eux à plusieurs reprises. Le livret de Cabaret va être confié à Joe Masteroff, qui est notamment l'auteur de la comédie musicale She Loves Me, une comédie musicale de 1963. Et les chorégraphies sont de Ron Field, qui est à l'origine un danseur, dont c'est le 3e projet en tant que chorégraphe, puis ensuite il a travaillé sur Zorba avec Kander and Ebb, puis mise en scène notamment la comédie musicale Applause, un revival de The Town, puis chorégraphié le film New York, New York. Donc on a des gens qui ont beaucoup travaillé les uns avec les autres. Cabaret, c'est une adaptation de la pièce de théâtre I Am a Camera de John von Druten, une pièce de théâtre de 1951 qui avait été adaptée en film en Grande-Bretagne en 1955. Et cette pièce et donc ce film sont eux-mêmes inspirés d'un livre. Il s'agit des Berlin Stories de l'écrivain anglais Christopher Isherwood. C'est des stories, donc un recueil de nouvelles autobiographiques, et ce sont des nouvelles qui racontent son séjour à Berlin de 1929 à 1933. Et parmi ces Berlin Stories, il y en a une intitulée Sally Bowles. Donc Sally Bowles, c'est le personnage féminin principal de Cabaret, et il est inspiré, Isherwood s'est inspiré quand il l'a créé, d'une chanteuse de cabaret britannique nommée Jean Ross, qu'il a rencontrée là-bas à Berlin, et qu'il a soutenue quand elle a avorté. Ça fait partie des rebondissements de Cabaret. Kander va s'inspirer d'un répertoire assez divers, on va dire, de la musique allemande pour composer la partition de Cabaret. Il va d'abord s'inspirer de la musique du Troisième Reich, donc de la musique nazie, et va notamment composer un hymne nazi, Tomorrow Belongs to Me. Alors moi personnellement, je pensais que c'était un vrai hymne nazi, donc je suis assez nulle pour reconnaître le vrai et le faux des hymnes nazis. Mais apparemment, j'ai lu que la méprise était courante et que d'ailleurs de nombreuses personnes ont reproché à Kander et Ebb d'avoir utilisé ce qu'ils pensaient être un vrai hymne nazi, tellement c'est bien fait. Et d'ailleurs, c'est tellement bien fait qu'elle a aussi été réappropriée, c'est terrible, par des groupes néo-nazis eux-mêmes, évidemment qui s'empressent de cacher l'origine de la chanson parce que elle a été écrite par 2 mecs gays et juifs au sein d'une œuvre ouvertement antifasciste, donc ça le fait pas trop. Parmi les autres sources d'inspiration musicale de Kander, on trouve le jazz allemand et la musique des cabarets des années 30, et également les mélodies du compositeur Friedrich Hollander, qui est le compositeur de L'Ange bleu, le film de 1930, de Joseph von Sternberg, avec Marlène Dietrich. Cabaret, donc, va faire sa première à Broadway en novembre 1966. Le rôle de Sally Bowles est alors tenu par Jill Howarth. Harold Prince l'avait choisie, il la préférait car elle était anglaise comme le personnage, alors que Kander et Ebb avaient déjà dans l'idée de faire jouer le rôle à Liza Minnelli puisqu'ils connaissaient Liza depuis leur première collaboration avec elle sur Flora. J'ai lu qu'au tout début du projet, Julie Andrews avait été envisagée, mais que son manager avait refusé à cause de l'immoralité du personnage de Sally. Alors c'est vrai qu'on voit pas forcément Julie Andrews dans ce rôle, même si elle en aurait sûrement fait quelque chose d'intéressant. Oui, c'est vrai que c'est assez contre-intuitif, Julie Andrews, dans ce rôle-là. Joel Grey va jouer le maître de cérémonie, donc le personnage du MC. C'est un rôle qui le révélera, on va dire, au grand public. Avant, il avait été que remplaçant sur des productions à Broadway. Et c'est un rôle qu'il va fortement imprégner de sa patte. Ça va être compliqué d'être MC après lui, même si évidemment d'autres se sont illustrés dans le rôle. Dans le rôle de Cliff, on a Bert Convy, qui avait notamment joué le rôle de Perchik dans Fiddler on the Roof 2 ans auparavant sur Broadway. Dans le rôle de la logeuse Frau Schneider, on a Lotte Lenya, qui est une actrice allemande, qui est la veuve de Kurt Weill. Et dans le rôle de Herr Schutz, donc l'épicier juif qui a une relation avec Frau Schneider, on a Jacques Guilford.
Cette première production de cabaret est un succès. Elle va tenir la durée de 1165 représentations, remporter 8 Tony en 1967, dont celui de la meilleure comédie musicale, de la meilleure composition et de la meilleure mise en scène. C'est une comédie musicale aussi qui va marquer le début de la sortie de l'âge d'or de la comédie musicale sur scène, au sens où ça annonce déjà ce qu'on appellera le concept musical. Même si on a, dans le cas de Cabaret, un livret très écrit, on a vraiment une histoire, il se passe des choses, une narration très très claire, on peut rapprocher ça, en fait, on va dire, du genre du concept musical, dans le sens où dans Cabaret, ce qui prime avant tout, c'est le message, le fait de faire réfléchir le public, et c'est vraiment la tendance que développera plusieurs compositeurs, mais le plus célèbre d'entre eux, c'est bien évidemment Stephen Sondheim qui va développer ça dans les années 1970. Oui, c'est vraiment l'idée que le thème est central, encore plus que l'intrigue. Autre élément relativement novateur, c'est qu'il y a une collaboration très étroite entre le metteur en scène Harold Prince et Kander and Ebb sur une réflexion autour de l'identité de la pièce, ce qui n'était pas forcément le cas dans l'âge d'or de la comédie musicale, où généralement les auteurs terminaient leur travail, ils l'envoyaient au metteur en scène qui lui de son côté faisait son travail, et il n'y avait pas cette collaboration aussi forte. Il faut bien aussi se rendre compte que Cabaret, c'est une comédie musicale qui apparaît novatrice dès sa première. C'est pas quelque chose auquel on a pensé après coup, quand on relit l'histoire de la comédie musicale. Immédiatement, la critique va noter le caractère novateur de cette œuvre, et en particulier dans le rôle du personnage du MC, qui donc, on l'a dit tout à l'heure, est le narrateur, va raconter l'histoire du cabaret. C'est un procédé qui va être repris par Kander et Ebb pour Chicago en 75, que d'avoir une figure qui, comme ça, met un peu le spectacle à distance. Oui, c'est un personnage qui commente l'action et qui, comme on dit, brise le quatrième mur en s'adressant directement au public, ce qui était assez, évidemment pas nouveau à l'époque, mais quand même relativement rare. Et dans Cabaret, il y a d'autres éléments qui contrastent avec les codes de la comédie musicale classique. On a par exemple pas de rideau, c'est-à-dire que la scène était visible par les spectateurs dès leur entrée dans la salle, et il n'y avait pas ce moment très solennel de l'ouverture du rideau. Il n'y a pas non plus d'ouverture musicale, et on commence direct dans le vif du sujet avec le numéro célèbre Willkommen, chanté par le MC, avec ce mythique rythme introductif, le qui est vraiment une ouverture très très percutante. Willkommen, c'est sans doute le numéro le plus connu de la pièce, qui va immédiatement nous plonger dans l'univers interlope du cabaret. Le MC va planter le décor, et le caractère à la fois, on va dire, un peu transgressif de ce cabaret, et aussi son caractère cosmopolite, puisque on est accueilli par ces paroles dans diverses langues, Willkommen, bienvenue ou welcome, et ça, ce mélange, on va dire, de nationalités, c'est aussi tout à fait typique de ce Berlin un peu subversif des années 1920. Dans la première mise en scène, donc la mise en scène de 1966, on avait la particularité d'avoir un immense miroir qui était suspendu au-dessus de la scène, dans lequel se reflétait le public, puisque Cabaret fait aussi beaucoup réfléchir sur la place des spectateurs et sur la place des témoins de toutes sortes face aux événements qui leur sont présentés. Oui, ce travail sur le décor a valu un Tony Award au décorateur Boris Aronson, dont on avait déjà parlé pour son travail également novateur sur Fiddler on the Roof. Il y a aussi dans Cabaret un travail sur la lumière, assez intéressant, puisque la lumière ne va pas être la même entre les scènes, on va dire, de vie des personnages et les scènes qui se déroulent dans le Kit Kat Club. À noter donc que cette première version est malgré tout assez différente de ce qu'on connaît aujourd'hui, puisque l'œuvre va beaucoup s'infléchir au fil des productions et au fil des versions, et va notamment prendre progressivement le caractère sulfureux qu'on lui connaît aujourd'hui. On va dire que c'est à peu près à partir du film que à la fois l'œuvre est plus sulfureuse et aussi plus noire, et notamment la question de la bisexualité du héros est introduite à partir de la version du film, puisque Christopher Isherwood était lui homosexuel, mais Al Prince avait, on va dire, gommé cet aspect. Il en a fait un hétéro pour ne pas lui porter préjudice. Donc dans les différentes versions de la pièce, après cette première version à Broadway, on a une version londonienne dès 1968 avec, on le note, Judi Dench dans le rôle de Sally Bowles. Je ne savais absolument pas qu'elle avait interprété Sally Bowles, mais j'avoue que je suis très curieuse de découvrir si jamais il y a des captations de cette version. Ouais. J'aimerais bien voir ce que ça donne, et je l'imagine assez bien en fait en Sally Bowles.
On en vient à présent, donc comme on suit l'ordre chronologique, au film. Film donc qui est un film de 1972, donc une adaptation qui se fait, on va dire, relativement peu de temps après la création de la pièce à Broadway. Et c'est un film réalisé et chorégraphié par Bob Fosse. Il s'agit de sa deuxième mise en scène au cinéma, après le film Sweet Charity en 69, qui n'avait pas très bien marché, et du coup, au départ, les studios étaient hésitants à l'embaucher pour réaliser ce film. C'est donc Liza Minnelli qui prend le rôle de Sally Bowles, qui devient à cette occasion-là américaine, puisqu'elle était britannique dans la pièce. Le jeune écrivain, qui lui devient anglais, est joué par le comédien Michael York, et Joel Grey reprend son rôle de MC qu'il avait incarné à Broadway. Alors, c'est un film qui va trancher vraiment avec l'âge d'or de la comédie musicale hollywoodienne, qui est déjà terminé depuis un moment, hein, et aussi avec la période, on va dire, des grosses productions luxueuses adaptées de Broadway, qui perdurent encore à ce moment-là, avec par exemple Un violon sur le toit en 71. Et donc, on entre vraiment dans une nouvelle ère. Bob Fosse va lui-même, dans une formule, on va dire, légèrement exagérée, qualifier le film de premier musical adulte. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. C'est ça. Mais c'est vrai, en tout cas, que Cabaret constitue une véritable rupture dans tout ce qu'on a pu voir auparavant, à la fois dans la façon de filmer et dans les thématiques abordées, on va y revenir, même si des comédies musicales comme Sweet Charity, en 1969, avaient un petit peu amorcé ça. Le scénario du film est rédigé par Jay Allen et Hugh Wheeler, et c'est un scénario qui est sensiblement différent du livret de la version scénique. Oui, en fait, Hugh Wheeler, dont vous connaissez peut-être le nom car c'est le futur librettiste, notamment de A Little Night Music et de Sweeney Todd, il a été embauché dans un deuxième temps après Jay Allen par Bob Fosse pour retravailler l'intrigue dans le sens d'un retour aux écrits de Christopher Isherwood. Et du coup, on va avoir beaucoup d'éléments qui n'étaient pas du tout dans la pièce, qui reviennent des Berlin Stories. Parmi les changements, le personnage central Cliff Bradshaw, alors là je ne sais pas pourquoi, mais change de nom. Il devient dans le film Brian Roberts, et là je n'ai pas trouvé d'explication. Et il devient également bisexuel, donc ce qui fait un rappel, pas tout à fait exact, mais plus proche, à l'homosexualité de Christopher Isherwood. Des personnages sont ajoutés par rapport à la version scénique. Oui, notamment le jeune baron Maximilian von Hoyne, je sais pas si je le prononce bien, qui, alors pour le coup, à part le prénom, n'a aucun rapport avec le Max de la pièce, qui est le patron du Kit Kat Club. Et ce personnage de Maximilian, il est inspiré d'un personnage aussi de Isherwood, évidemment. Et le film va introduire un triangle amoureux entre lui, Sally et Brian. C'est presque plus qu'un triangle amoureux, c'est un ménage à trois. Il y a notamment cette scène culte où Sally révèle à Brian qu'elle a couché avec Max, et Brian lui répond que lui aussi. En plus, avec un jeu de mots, Screw Max. Oui. Screw Max, I did. Bah, moi aussi. C'est ça. Comme autre différence marquante par rapport à la pièce, on supprime toute l'intrigue en fait autour du couple entre Fräulein Schneider, donc la logeuse, et Herr Schultz, l'épicier. La logeuse n'a qu'un rôle vraiment minime et le personnage de Schultz n'existe pas dans le film. Cette intrigue amoureuse est remplacée par celle entre Fritz et Natalia, qui sont deux jeunes gens juifs. Oui, c'est aussi des personnages qui viennent des nouvelles d'Isherwood, notamment celui de la jeune héritière un peu prude qui est jouée par Marisa Berenson. Et donc on a toute une série de changements également, évidemment, au niveau de la musique. Alors tout d'abord, on a la suppression de toutes les chansons qui ne sont pas chantées au Kit Kat Club, à l'exception, on y reviendra à l'occasion d'une scène très marquante, du fameux hymne nazi « Tomorrow Belongs to Me ». Ouais, donc en fait on a uniquement des numéros, on va dire, réalistes, c'est-à-dire qui seraient réalistiquement chantés vraiment par les gens dans la vie, on va dire. C'est comme si on revenait presque à un truc de backstage pur, comme au début de la comédie musicale, quoi. On élimine le côté numéro un peu enchanté de l'âge d'or. Et ce qui est assez intéressant, c'est que pendant les répétitions de la pièce, donc lors de la production originale à Broadway, Jerome Robbins avait justement suggéré à Harold Prince de couper toutes les parties chantées en dehors du Kit Kat Club. Eh bien, c'est Bob qui va finalement suivre ce conseil. Je crois qu'il avait déclaré que, à son avis, au début des années 70, justement, c'était que comme ça qu'on pouvait faire des comédies musicales, en revenant au backstage pur et en faisant pas cette invraisemblance de faire chanter des personnages dans la vie. Oui, c'est ça. Des chansons ont été supprimées, mais aussi des chansons ont été ajoutées.
et notamment 2 chansons célèbres qui ont été composées pour le film, la chanson Mein Herr et le super numéro Money Money. Alors Mein Herr, c'est le premier solo de Sally dans le film, qui va remplacer la chanson Don't Tell Mama. C'est un numéro iconique, où Liza Minnelli et les girls du Kit Kat Club dansent avec des chaises, dans une chorégraphie, on va dire, très Bob Fosse. Et j'ai retrouvé sur YouTube le fait qu'on voit le tournage de cette scène recréé dans la série Fosse Verdon. Il y a même une vidéo qui compare les deux, et à quel point ils ont recréé quasiment à l'identique la scène, c'est très amusant à voir. Et donc la deuxième chanson que tu mentionnais, c'est Money Money, qui est un duo humoristique entre le MC et Sally, et qui va, quant à elle, remplacer une chanson qui était sur un thème similaire dans la pièce qui s'appelait The Money Song. Moi j'adore vraiment ce numéro, la chanson, la choré, les mimiques qu'ils font, tu sais, quand ils font... Enfin, je sais pas, j'adore. Je crois que c'est mon numéro préféré, je l'ai beaucoup écouté à une époque. Et je suis toujours très déçue lorsqu'il n'est pas dans les versions scéniques, parce que je me souviens pas toujours qu'il n'y est pas toujours. Et on a aussi rajouté dans le film des chansons qui existaient déjà, mais donc qui n'étaient pas dans la version scénique originale de Cabaret. C'est notamment le cas de la chanson Maybe This Time, qui est composée par Country Herb en 1963. Et qui avait déjà été chantée par Liza. Et oui, dans son premier album, intitulé Liza Liza, un album de 1964. Alors Maybe This Time, c'est une sorte de I Want Song pour le personnage de Sally qui va permettre de développer cette protagoniste et ses aspirations. Alors au début, la chanson, donc elle est chantée par Sally au Kit Kat Club et elle est présentée en montage parallèle, ce qui arrive assez souvent dans le film, avec des scènes, on va dire, de vie, et là, en l'occurrence, avec des scènes montrant le début de son idylle avec Brian. Puis ensuite, on va vraiment complètement basculer sur le numéro qui a lieu de manière assez étrange dans un cabaret quasiment vide, ça donne quelque chose d'assez onirique. Et on a une mise en scène, pour le coup, relativement sobre, qui va mettre en valeur le chant de Liza Minnelli, avec des plans relativement longs, et avec notamment un travelling avant vers Liza sur la dernière note de la chanson. Maybe This Time, c'est une chanson que vous connaissez sûrement, c'est une des chansons les plus connues de Cabaret, qui est souvent reprise, elle a été reprise par Frank Sinatra, et aussi, notamment, par Christine Chenoweth dans Glee. Et elle a été bien sûr parodiée dans Crazy Ex-Girlfriend. C'est le numéro This Session is Going to Be Different, qui est chanté par la psy de Rebecca. Plus généralement sur le film, la mise en scène de Fosse va trancher avec les mises en scène classiques de films musicaux, avec beaucoup d'inserts, de gros plans, des plans sur des parties du corps des interprètes, notamment dans les numéros musicaux. Oui, on déconstruit vraiment la façon dont était filmée la danse à l'époque classique, donc depuis 30 ans, dans la mesure où, du fait vraiment de cet effet de fragmentation, on ne voit jamais entièrement la danse. Elle est pas tant mise à l'honneur que recherchée pour l'effet qu'elle produit sur le spectateur, et dans plusieurs cas, notamment pour les numéros d'ensemble, elle sert surtout à générer une ambiance en fait. Oui, avec notamment l'utilisation de la caméra à l'épaule qui va nous permettre d'être immergés dans l'espace du cabaret. Et l'autre élément qui tranche avec le classicisme, ce sont les couleurs, on va dire, relativement délavées, et le fait que beaucoup de scènes soient, voilà, on va dire, dans le clair-obscur ou dans l'ombre. Oui, on sent vraiment qu'on est passé à une nouvelle génération de réalisateurs, qu'on est passé aussi à une nouvelle époque du cinéma américain. Ces années 60-70 sont aussi celles du nouvel Hollywood. On a donc dans tous les genres, on va dire, de films un renouvellement de tous les codes établis pendant l'âge d'or des studios. Le film, tout comme la comédie musicale scénique, est donc un grand succès. Il va rafler 8 Oscars, dont celui de la meilleure actrice pour Liza Minnelli, du meilleur second rôle pour Joel Grey. Et meilleur réalisateur pour Bob Fosse. Mais l'Oscar du meilleur film va au Parrain de Coppola. Après ces premières productions américaines puis anglaises, après le film, on va avoir aussi un certain nombre de revivals de cabaret. Le premier d'entre eux, c'est un revival de 1987 à Broadway, qui est à nouveau monté par Harold Prince et qui a, on va dire pour cette fois, tout misé sur Joel Grey, qui est donc, depuis sa première représentation, auréolé à la fois du prestige du Tony et de l'Oscar qu'il a obtenu pour ce même rôle du MC. Toute la publicité, en fait, était autour de lui et de son personnage. Même si la prestation de Joel Grey va très bien être reçue par les critiques, cette production va être un échec financier.
C'était une production qui était montée dans le Minskoff Theater, un des plus grands théâtres de Broadway, un théâtre qui était sans doute inadapté pour cette œuvre, un théâtre trop vaste pour l'intimité du Kit Kat Club. Et ça nous a fait penser, ce détail, à une production récente qu'on a vue de Cabaret dans un zénith. Et donc on va revenir à cette problématique de l'adaptation de la salle, enfin du lieu à l'œuvre. Alors, cette version de 87, elle est l'occasion de quelques changements, et notamment l'ajout de la chanson I Don't Care Much, qui va convaincre, puisqu'elle restera dans les versions suivantes de Cabaret. C'est une chanson mélancolique, chantée vers la fin de la pièce par le personnage du MC, en contraste avec ses numéros humoristiques habituels. Elle arrive en fait juste après une scène où Cliff et Sally se disputent, parce que en fait Cliff reproche à Sally sa frivolité qui l'amène à ignorer la situation politique du pays. Et donc, le personnage du MC dans cette chanson n'a plus d'espoir, plus de goût à la vie, plus d'intérêt pour rien. Et il va répéter de nombreuses fois I don't care. Je trouve que c'est un numéro absolument magnifique. Moi, pour le coup, j'aime pas quand il n'y a pas cette chanson dans les versions scéniques. Et je suis aussi assez fan de la version française de cette chanson qui s'appelle Je m'en fous et dont les paroles sont presque plus belles que les paroles anglaises, je trouve. En 1987 également, il faut noter à Paris, au Théâtre Mogador déjà, une version de Cabaret mise en scène par Jérôme Savary avec Jute Lamper puis Didi Bridgewater dans le rôle de Sally, cette dernière étant la première actrice noire à jouer le rôle. Et en 1993, à Londres, puis en 1998 à Broadway, vient la version qui aujourd'hui fait un peu foi, on va y revenir, la version mise en scène par Sam Mendes. Oui, et Sam Mendes qui va être rejoint à l'arrivée de la pièce en 98 à Broadway par Rob Marshall comme co-metteur en scène et chorégraphe. Cette version a donc la particularité d'être un spectacle immersif. Le public est sur scène, c'est-à-dire donc au cœur du cabaret, au cœur du Kit Kat Club. C'est une version, comme je disais, qui va faire foi au sens où elle va être, parfois sous une forme légèrement adaptée, présentée un petit peu partout dans le monde depuis, et notamment à Paris en 2006. C'est une version qui est fortement influencée par le film. Oui, avec notamment l'ajout de plusieurs allusions à la bisexualité de Cliff, mais aussi l'ajout de chansons qui ont été ajoutées dans le film. Donc c'est Mine Hair, notamment, qui est intégré en remplacement d'un morceau qui s'appelait Telephone Song, dès la version londonienne de 93. Alors du coup, Mine Hair arrive juste après Don't Tell Mama. Je trouve que j'ai regardé des captations, je vous le dis, on peut regarder sur internet. Je trouve que ça fait un peu doublon pour présenter Sally sur scène, mais bon, les deux chansons sont cool. Et autre chanson qui est ajoutée, c'est bien sûr Maybe This Time, qui va remplacer le numéro Why Should I Wake Up au moment du transfert du revival à Broadway. C'est une version qui est également réorchestrée et qui a la particularité d'avoir les membres de la troupe qui jouent d'un instrument, en plus de faire partie du chorus. C'est une version qui va récolter 4 Tony, dont celui de la meilleure reprise, ainsi qu'un Tony pour Alan Cumming dans son rôle de MC et pour Natasha Richardson dans son rôle de Sally. À noter que Neil Patrick Harris jouera également le rôle du MC après le départ de Cumming. Oui, c'est vraiment, comme tu l'as dit, une version de référence pour la plupart des revivals suivants, notamment celui de 2014 à Broadway, avec Michelle Williams, puis Emma Stone, on le trouve sur YouTube, dans le rôle de Sally bien sûr, et Alan Cumming qui revient en MC. Autre revival qu'il fallait mentionner, c'est le revival londonien de 2021 au Playhouse Theatre, avec Jessie Buckley dans le rôle de Sally et Eddie Redmayne dans le rôle du MC. J'ai failli y aller, puisque j'étais à Londres en juin, mais les places étaient vraiment très chères, donc j'ai laissé tomber, mais j'avoue que je regrette un peu parce que ça a l'air vraiment très 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 bien. Il s'agit également d'une version immersive, encore plus poussée apparemment que celle de Sam Mendes. Le théâtre est réimaginé extérieur et intérieur pour faire comme si on se rendait au Kit Kat Club. Les places les plus chères sont à des tables de cabaret autour de la scène, on peut prendre un verre au bar, etc. et l'amener dans la salle, bien sûr. Et la mise en scène va proposer une réinvention qui s'éloigne de la version Sam Mendes. On a une scène ronde avec des plateaux tournants et le choix d'une esthétique relativement minimaliste qui va faire un peu moins dans le symbolisme que les versions précédentes. Cette version a reçu des critiques absolument dithyrambiques et de nombreuses nominations aux Olivier Awards, 11 nominations, et 7 récompenses, ce qui est un record absolu pour un revival londonien. Ces récompenses sont meilleur revival bien sûr, les 4 prix d'interprétation,
meilleure mise en scène pour Rebecca Fresnel et meilleur son. Alors, on va vous dire quelques mots des différentes versions qu'on a pu voir sur scène. Alors tout d'abord, moi j'ai eu la chance en 2006 de voir la version des Folies Bergères, qui est donc la version produite par Stage Entertainment avec la mise en scène de Betty McNichols et Sam Mendes. C'était Claire Perrault qui jouait le rôle de Sally et Fabien Richard qui jouait celui du MC. On peut noter également la présence de Catherine Arditi en Fräulein Schneider et de Pierre Reggiani en Herr Schutz. C'est assez rigolo quand on épluche un petit peu le programme, enfin la distribution de cette comédie musicale, parce que on voit que c'est les tout débuts d'une nouvelle génération de performeurs. On retrouve notamment Dan Ménach dans l'ensemble. Bon, depuis, on l'a vu dans plusieurs grosses comédies musicales à Paris, et il jouait notamment le rôle de Lumière dans La Belle et la Bête à Mogador. On retrouve aussi dans cette production le principe qui faisait foi à Broadway, à savoir celui d'avoir des membres de l'ensemble qui jouent d'un instrument. Alors, c'est une production que j'ai vue il y a assez longtemps, donc j'avoue que j'en ai pas un souvenir très très précis, même si en revoyant le programme, je me souviens combien ça m'avait beaucoup plu à l'époque. J'avais beaucoup aimé, même si j'étais au début un petit peu dubitative par le fait que les chansons étaient traduites, parce que donc c'était une version entièrement jouée en français. Mais j'ai ensuite beaucoup réécouté le CD, beaucoup réécouté et rechanté les chansons, et j'ai encore dans l'oreille certaines des interprétations de Claire Perrault qui étaient vraiment excellentes. C'était cette comédie musicale, une des toutes premières comédies musicales de Broadway qui arrivait en France. C'était aussi un petit peu le coup d'essai de Stage Entertainment pour tester le marché français et ensuite les décider à s'installer à Mogador. Et c'est rigolo parce que sur le programme que j'ai, c'est écrit Cabaret, le musical de Broadway live. Et je trouve que c'est marrant cette précision live parce que c'est une comédie musicale sur scène, donc c'est forcément live. Alors, est-ce que c'est pour faire référence à la présence d'un orchestre sur scène et pas une bande enregistrée? Oui. Est-ce que c'est pour éviter toute confusion avec le film? Enfin, je sais pas, mais la mention de ce live sur le programme m'a un petit peu fait sourire. Alors moi j'ai pas vu cette version, mais je trouve la traduction des chansons par Éric Tarot excellente, et je l'écoute aussi assez régulièrement. Et c'est d'ailleurs une version qui a bien marché, et qui a été reprise notamment au Théâtre Marigny en 2011. Autre version que nous avons pu voir cette fois toutes les deux, c'est une version récente que nous avons vue en juin 2022 à Strasbourg, une version donc de la Fabrique Opéra Alsace. C'est donc une version collaborative qui mêle des interprètes professionnels à des élèves de lycées professionnels de la région. Sur le même principe que la version de West Side Story que j'ai vue à Orléans en mars 2022 et dont j'ai parlé dans l'épisode d'avant l'été, qui était une production de la Fabrique Opéra Val-de-Loire, donc on est vraiment sur le même principe. Alors, on a pu visiter les coulisses. C'était fort sympathique et agréable. C'était vraiment cool de voir un petit peu l'envers du décor de cette production. On a trouvé les interprètes tous très très bien au niveau du jeu. Alors Eva Gentilly qui jouait le rôle de Sally Bowles n'avait peut-être pas, on va dire, la puissance vocale d'une Liza Minnelli, mais elle était vraiment très très excellente au niveau du jeu. Ouais. Mais je pense que sur le personnage de Sally, on a peut-être une perception faussée, justement parce que Liza Minnelli est une des plus grandes chanteuses du monde. Et du coup, sur scène, en fait, beaucoup d'interprètes font le choix de ne pas chanter si bien le personnage de Sally, qui est peut-être un personnage qui n'est pas très talentueux au fond, et qui vont plus aller sur le côté émotion. Pour illustrer ça, je vous conseille d'aller voir la vidéo des Olivier Awards 2022, où Amy Lennox, qui est la doublure de Jessie Buckley dans ce fameux revival londonien récent, chante la chanson finale Cabaret avec une intensité absolument incroyable, mais elle la chante pas vraiment bien. Voilà, elle a pas une voix, ou en tout cas elle ne fait pas montre d'une voix exceptionnelle, de belleteuse, etc. Et c'est très intéressant, la performance est d'ailleurs extrêmement commentée sur la vidéo YouTube de la cérémonie qu'on peut voir. Et ça c'est vraiment un truc à retenir, c'est que, d'ailleurs c'est indiqué dans le livre qu'on mentionne très souvent, le livre de Stacey Wolf, Changed for Good, où elle dit que Sally est censée être une artiste médiocre.
et que plusieurs critiques se sont plaints de la voix de Jill Hayworth, donc la créatrice du rôle dont on a parlé, mais Stacey Watts nous rappelle que Hal Prince a volontairement choisi ce réalisme-là, c'est-à-dire Sally n'est pas censée être une grande chanteuse pro, et d'ailleurs elle a des ambitions de devenir chanteuse, actrice, etc. qui ne se réalisent pas, et il a fait ça même contre les attentes même du public qui s'attendait évidemment à avoir une grande chanteuse. Donc voilà, je suis un peu partie dans tous les sens, mais on peut revenir à notre propos sur la version de Strasbourg. Donc sur la version de Strasbourg, on a aussi remarqué, enfin on a aussi bien apprécié la performance de Flannan O'B en MC. Il est vraiment très drôle, il brise à fond le quatrième mur, il renvoie vraiment aux conditions des spectateurs et spectatrices présents dans la salle. Et parmi les rôles plus mineurs, on peut noter la présence de Lisa Lanteri qu'on avait découvert sur Frankenstein Junior, la production de l'Opéra de Metz, qui était vraiment super bien en voisine collabo. J'étais assez bluffée de sa prestation, ainsi que celle de Janice Pallu, qui incarnait Herr Schulz. Plusieurs choix, on va y revenir, plutôt étonnants ont été faits sur cette production. L'un d'entre eux est peut-être les costumes. Qui m'ont paru étonnamment flashy pour l'œuvre, pour Cabaret. Ça tranche vraiment avec la dominante noire rouge qu'on a généralement sur cette comédie musicale, et notamment à un moment donné une scène de mariage où on se croirait être dans West Side Story. Enfin, il y a un côté assez étonnant. C'est un peu finalement le contre-pied du West Side Story qu'on avait vu à Strasbourg aussi, qui faisait le choix de costumes très sombres. Et là, on a un côté bariolé un petit peu inattendu. Autre élément inattendu et pour le coup vraiment dommageable, il me semble, c'est le choix du lieu. Enfin, après voilà, tous les spectacles de la Fabrique Opéra ont lieu dans des zéniths, mais ici le spectacle semblait vraiment inadapté pour l'immensité de la scène. Oui. Comme évidemment c'est hyper grand, ils se sont sentis obligés de blinder avec plein de comédiens sur scène. En plus, il y avait sans doute l'impératif de devoir travailler avec les chœurs les ensembles vocaux des partenaires régionaux. Mais Cabaret, en réalité, c'est une œuvre très intimiste, donc c'est en fait un peu étrange d'avoir autant de monde sur scène, d'autant que parfois on a l'impression d'avoir des hordes de gens qui sont passés, mais on ne sait pas qui ils sont. Personnellement, j'étais également pas très fan du décor un petit peu moderne. Il y avait des espèces de cubes qui étaient sur scène et sur lesquels s'asseyaient et évoluaient les différents interprètes. Moi, je suis assez traditionnelle dans ma vision du Kit Kat Club. J'aime bien quand c'est très Berlin années 20. Et là, c'était vraiment le contrepoint immédiat. Et autre chose, c'était beaucoup trop long. Le premier acte faisait 2 heures. C'était très dur physiquement. C'était assez éprouvant ces 2 heures, et puis voilà, c'est vraiment un spectacle fleuve. Oui, on n'en pouvait plus à l'entracte. J'ai cru qu'il allait pas avoir d'entracte tellement ça traînait. Et en fait, bon, ça tient du choix de s'en tenir à la version originale de la pièce. Donc il y a pas de coupe dans l'histoire, il y a pas de coupe dans les chansons, il y a pas non plus les chansons du film. Et je trouve que c'est vraiment un souci parce que cette version originale, elle était incroyable, novatrice et tout ça, mais elle était pas parfaite. Et elle était notamment un peu longuette, quoi. Et si la pièce a évolué avec le temps, c'est qu'il y a une raison. Après, je me demande si c'est pas une question de droit, peut-être qu'ils avaient les droits uniquement de cette première version, je ne sais pas. Personnellement, ça m'a donné l'occasion de découvrir la chanson du mariage. Miss Kite. Miss Kite, dont je n'avais absolument jamais entendu parler. Oui, c'est toujours intéressant, c'est sûr, mais bon. Mais c'est insupportable. Ça méritait quand même des coupes. Aussi, l'autre truc qui nous a un peu chagrinés toutes les deux, c'est le fait de passer du français pour les dialogues à l'anglais pour les chansons, sans pour autant surtitrer les chansons, ce que je trouve personnellement vraiment absurde. La transition de la parole au chant n'a pas vraiment de sens, et du coup parfois la signification tout simplement des paroles est perdue pour les spectateurs non anglophones. Là aussi, c'est peut-être une histoire de droit, peut-être que la traduction française n'était pas accessible pour cette production associative, mais je trouve que ça marchait pas, quoi. Et alors, il y avait parfois des gros problèmes, je trouve, sur cet aspect-là pour certains numéros, notamment le numéro If You Could See Her, donc c'est un numéro sur scène du Kit Kat Club, dans lequel le MC se promène au bras d'un gorille qui est habillé en femme, et donc le MC chante If You Could See Her Like I Do. Et la chute, c'est que il dit
If you could see her like I do, she wouldn't look Jewish at all. Donc la blague, c'est que le gorille, c'est une juive. Bref. Et là, il a tout chanté en anglais et la chute en français, donc elle n'aurait pas l'air juive du tout. Parce que bim, en fait, d'un coup, on réalise que dans les comédies musicales, les paroles, c'est important. Oui, oui, je suis d'accord. Bah, du coup, le message du numéro autour des stéréotypes antisémites, etc., est complètement perdu ou pas clair, quoi. Enfin, c'est très très bizarre. Ça posait aussi problème sur les numéros parlés-chantés. Notamment dans le numéro Don't Tell Mama, qui est donc le premier numéro de Sally, et qui commence vraiment par les chanter. Donc c'est hyper bizarre de passer des dialogues en français à d'un coup l'anglais, parce que l'idée c'est vraiment qu'elle nous raconte quelque chose, elle se présente et ensuite elle nous entraîne dans la chanson, et pendant la chanson elle dit que sa mère est persuadée qu'elle vit dans un couvent alors qu'elle travaille au cabaret. Donc c'est le numéro qui permet, comme on le disait tout à l'heure, de présenter le personnage de Sally, de la présenter aussi immédiatement comme délurée. Oui, c'est un numéro où elle s'adresse directement au public du cabaret, elle va jouer un peu avec eux, elle leur dit « Ne dites rien, c'est un secret, etc. » Et là, ouais, c'est vraiment, donc vers le début de la pièce, le moment où je me suis dit que ça n'allait pas du tout, cette histoire de passer du français à l'anglais. Surtout qu'en plus, la version française qui s'appelle « Ne dites rien à maman » est absolument super, donc il faudrait leur demander si c'est une question de droit, parce que vraiment, ça m'interroge. Alors maintenant qu'on a passé en revue un peu tout ça, on voulait revenir un peu précisément sur les thématiques abordées par Cabaret et la manière dont ces thématiques sont abordées. La première d'entre elles, c'est évidemment la montée du nazisme et de l'antisémitisme dans ce contexte du Berlin de la fin des années 20, début des années 30. Ça s'incarne dans plusieurs personnages. Dans la pièce, on l'a pas mentionné, mais il y a le personnage de Ernst, que Cliff rencontre dès le début à la gare, et pour lequel il se met à faire passer des documents pour lui sans savoir de quoi il s'agit. Et en fait, ce personnage qui est relativement sympathique au début, on va comprendre au bout d'un moment qu'en fait, c'est un membre du parti nazi, relativement haut placé en plus. Cliff le réalise également, refuse de continuer à travailler pour lui, ce qui lui vaut d'être tabassé par les gros bras des nazis. Et donc, on est sur un trajet du personnage de Cliff qui, à la fin, ne peut que quitter ce monde qui va à sa perte, donc il quitte Berlin, évidemment, à la fin de la pièce. La question de l'antisémitisme, elle est aussi abordée à travers, donc, dans la pièce, l'histoire d'amour malheureuse entre Fräulein Schneider et Herr Schulz. Qui est donc supprimée dans le film, mais qui est une intrigue extrêmement développée sur scène. Et cette histoire, c'est notamment l'occasion de deux chansons mignonnes, enfin que j'aime assez. It Couldn't Please Me More, une chanson que je pensais qui s'appelait A Pineapple for Me, parce qu'en fait, c'est une des paroles marquantes de la chanson, et en français, ça donne un ananas pour moi. Et j'aime beaucoup cette réplique, cette partie de la chanson, bref. Donc j'étais triste de redécouvrir que dans le film, elle n'y était pas. Bref, et aussi la chanson Married qu'on retrouve en instrumental dans le film. Ça, c'est une histoire qui a été complètement inventée donc pour la pièce de 66, qui n'apparaît pas dans les écrits de Christopher Isherwood, puisque dans les écrits de Christopher Isherwood, la logeuse, elle est complètement antisémite, donc voilà. Alors que là, elle tombe amoureuse de son voisin, l'épicier juif, et voilà, ça va être un peu une histoire tragique entre eux. Et ce que j'aime bien, c'est aussi que c'est une histoire entre deux personnes relativement âgées, une histoire d'amour, c'est quand même pas si fréquent que ça dans la comédie musicale. Et justement, dans le film, à l'inverse, on va avoir plutôt des jeunes gens. Cette histoire d'antisémitisme va être illustrée plutôt à travers l'histoire d'amour entre deux jeunes gens, et notamment avec l'antisémitisme subi par Natalia et sa famille. Et l'amoureux de Natalia, Fritz, lui aussi est juif, mais se fait passer pour protestant pour se protéger, et du coup va finir par révéler à Natalia qu'il est juif, ce qui lui permet de pouvoir l'épouser, mais en même temps, ce qui le met en danger. Et la dernière fois qu'on les voit dans le film, c'est au moment de leur mariage, ils sont heureux, mais on ne sait pas ce qui va leur arriver après. Dans le film, la montée du nazisme est montrée de façon extrêmement explicite et extrêmement violente. Faust multiplie les plans d'insert qui donnent à voir toute la barbarie nazie, à la fois les passages à tabac, les expulsions, les humiliations des juifs, et il le fait parfois même en plein milieu d'un numéro de cabaret. Il s'amuse à plusieurs reprises à mettre en parallèle, on va dire, les événements tragiques qui se déroulent à Berlin et la vie préservée et rêvée du cabaret. On a notamment un numéro assez marquant, un numéro dont j'ai pas vraiment retrouvé le titre parce qu'il n'y a pas vraiment de chanson qui est chantée. C'est un numéro de travesti qui est dansé sur un medley de chansons qu'on a déjà entendues dans le film.
et qui est mis en parallèle grâce à un montage alterné de la scène où des nazis font éruption chez Natalia pour écrire Juden devant son perron et y déposer son chien qu'ils ont assassiné. Donc évidemment des images extrêmement violentes et d'autant plus violentes que le numéro que je mentionnais se finit par une parodie dansée de défilé militaire. Donc il y a un peu cette idée que on a beau se moquer et rire du nazisme et des militaires, au stade où on en est de la montée du nazisme, ça suffit plus pour désamorcer. On a beau en rire, la violence elle est quand même là à l'œuvre et en action. Ouais, c'est complètement ça qui est montré dans l'évolution entre le début et la fin du film. D'ailleurs, au début, on voit un nazi qui est expulsé sans ménagement du Kit Kat Club, mais à la toute fin, le dernier plan du film qui est extrêmement puissant, ça va être un travelling latéral qui va nous montrer dans un reflet déformé le public du cabaret, et parmi eux, on voit plusieurs personnes en uniforme nazi. Donc on voit que les choses ont changé entre le début et la fin, et qu'en fait, comme tu disais, il est déjà trop tard. Le Kit Kat Club n'est plus un espace à l'abri de l'horreur du monde, contrairement à ce que veulent penser tous les personnages. Parce que c'est vraiment ce qu'on nous promet au tout début du film dans le numéro Willkommen, hein, où le MC dit que ici dans le cabaret, life is beautiful. Ouais, complètement. Et du coup, le cabaret, en fait, ça parle de l'indifférence de la plupart des personnages à ce qui se passe autour d'eux, en dehors du Kit Kat Club, on va dire, qui ne veulent pas voir. Et ça s'illustre dans beaucoup de choix de mise en scène, dans un peu toutes les versions. Là, on pense à la dernière version qu'on a vue, à Strasbourg, à la toute fin de la pièce, les personnages se mettaient tous un bandeau sur les yeux avant de s'écrouler au sol. Dans le film, il y a aussi une scène qui m'a pas mal marquée. C'est celle où on a Sally, Cliff et Max qui sont au restaurant, où on les voit en train de s'amuser, enfin surtout Sally qui arrête pas de rigoler, elle est enchantée que Max les couvre de cadeaux et leur fasse mener la grande vie. Et cette scène est brusquement suivie par une autre qui montre les exactions commises par les nazis. Nos trois personnages passent à proximité d'une scène de destruction, hein, en taxi, et on a donc des plans successifs assez brefs sur un corps à terre, un magasin vandalisé, des témoins tout à fait stupéfaits de la violence à laquelle ils assistent, et en fond sonore, hors champ, donc on entend Sally se demander quel manteau elle va porter pour sa sortie du soir. Donc on voit à quel point ces personnages, et surtout Sally, font totalement le choix presque délirant d'ignorer ce qui se passe autour d'eux. Et lors de cette même scène, on a Maximilian qui va dire à Brian « Les nazis sont des brutes, mais au moins ils nous débarrassent des communistes et ensuite on pourra les calmer. » Et ça aussi c'est intéressant parce qu'il a, pour le coup, lui il a conscience que les nazis existent et qu'ils font des trucs pas cool, mais le film nous montre la manière dont les élites allemandes, dont fait partie Maximilian, se sont complètement illusionnées sur la nature profonde du nazisme et se sont laissés berner par les nazis. Dans la pièce, on fait toujours des allers-retours parce que les deux sont assez différents, mais évidemment la thématique est abordée de manière tout aussi puissante dans les deux. Dans la pièce, Herr Schulz, qui est juif, ne veut lui-même pas admettre ce qui est en train de se passer. Il ne cesse de minimiser les attaques qu'il subit. C'est aussi parce qu'il veut convaincre Fräulein Schneider qu'ils peuvent vivre leur amour. Mais voilà, même à la fin, Cliff, qui lui est sur le départ, lui demande pourquoi il ne part pas, mais Herr Schulz n'y croit toujours pas. Il ne peut pas admettre que son pays s'enfonce dans l'horreur absolue. Alors, une scène du film nous a toutes les deux particulièrement frappées. C'est la scène pendant laquelle est chanté le fameux vrai-faux hymne nazi « Tomorrow belongs to me ». Oui, alors, donc dans cette scène, Max et Brian sont dans une sorte de Biergarten, ils boivent des coups en extérieur, et tout à coup on entend une voix juvénile qui se met à chanter. On a un gros plan sur le visage d'un jeune homme blond en uniforme, qui chante avec conviction, puis on a un travelling vertical vers le bas, qui va révéler la croix gammée à son bras. Et sa chanson, qui est indéniablement très entraînante, c'est ça qui est terrible, je l'ai dans la tête depuis quelques jours, c'est absolument horrible. Elle va être reprise progressivement par d'autres personnages qui sont là dans le Biergarten, et en fait par une grande partie de la foule. Donc on a vraiment cet effet d'agrégation des voix qui est très saisissant, qui donne la chair de poule, et chair de poule mêlée de cette certaine exaltation dont tu parles, hein. C'est ça qui est très très troublant. Donc c'est quelque chose qui existe déjà sur scène. Enfin, j'ai eu aussi ce sentiment en le voyant sur scène.
Mais ici, je trouve que le malaise est encore accentué par le choix de cadrage qui est fait sur ces visages, qui sont donc montrés en train de chanter par une succession de gros plans. Donc beaucoup sont en contre-plongée, sont un petit peu placés bizarrement, le visage à chaque fois placé en bord cadre. Ça donne vraiment une impression très très étrange, aussi de laideur finalement, et confère à la scène ce caractère extrêmement marquant. Ouais, il y a une montée en intensité, vers la fin, le jeune homme fait carrément un salut nazi, et il y a un plan sur un vieil homme qui est un des rares à être resté assis, donc on se dit peut-être qu'il est juif, peut-être qu'il réalise ce qui est en train de se passer, et ensuite les deux héros s'en vont et abandonnent cette scène absolument stupéfiante. C'est vrai que c'est un numéro très très marquant, qu'il est aussi dans la pièce, hein. Effectivement, nous on adore le cinéma et on sait que la manière dont c'est cadré effectivement par Bob Fosse là rend le truc encore plus intense. Et dans la pièce, le numéro apparaît à 2 reprises, et bizarrement, ça marche à peu près sur le même principe les 2 fois, qui est le même principe que celui du film, c'est-à-dire quelqu'un se met à chanter, tout le monde reprend, et en même temps c'est horrible parce qu'on sait que c'est un hymne nazi, etc. Et les 2 fois, ça fonctionne quand même. C'est d'abord chanté par un serveur du Kit Kat Club, avec la chanson qui envahit un peu l'espace du théâtre, puis c'est repris pour le final de l'acte 1, lors des fiançailles de Fräulein Schneider et Herr Schulz, où presque toute l'assemblée va se mettre à chanter, sauf donc évidemment le couple, et sauf Cliff et Sally. Mais voilà, il y a vraiment ce truc absolument stupéfiant du nazisme qui envahit tout l'espace du théâtre. Et cette thématique-là, évidemment, de la montée du nazisme, j'ai l'impression qu'elle a été de plus en plus renforcée au fur et à mesure des versions, et notamment dans le revival de 98, à la fin, le MC enlève sa veste et révèle en dessous un uniforme de prisonnier de camp de concentration, avec une étoile jaune, qui désigne évidemment les prisonniers juifs, un triangle rose qui désigne les homosexuels, et une étoile rouge qui désigne les prisonniers politiques, donc les communistes, les socialistes, etc. Je pense que c'était dans la version des Folies Bergères. Maintenant que tu en parles, ça m'évoque quelque chose. D'accord. C'est vraiment un message extrêmement puissant, c'est-à-dire voilà ce qui arrive quand on regarde ailleurs, et qu'on fait exprès d'ignorer ce qui est en train d'arriver. Je vous mettrai en lien sur notre site une vidéo qui parle de la thématique de la montée du fascisme dans Cabaret, c'est passionnant. Un autre élément dont on voulait parler, évidemment, c'est le portrait qui est fait du personnage féminin principal du film, à savoir Sally Bowles. Alors, Stacey Wolf, donc toujours l'autrice de Change for Good, mais en parallèle Cabaret avec d'autres comédies musicales de la même époque, comme Sweet Charity, on y revient, qui vont mettre en avant la figure de la single girl, donc la fille célibataire. Sally, c'est une sorte de personnage, on va dire, de femme-enfant sexy, qui aime la fête, l'alcool, et a un côté un peu inconséquent. Alors, il y a, 2 aspects, c'est-à-dire que d'un côté, elle est une figure de femme libérée, elle correspond à la figure de la flapper. C'est comme ça qu'on désignait les jeunes femmes des années 20, fêtardes, fans de jazz, sexuellement libres. Alors, l'image typique de la flapper, je pense que vous voyez, c'est une femme avec une robe courte droite, des cheveux courts à la garçonne et un chapeau cloche. Un peu comme l'actrice Louise Brooks, donc qui était une actrice américaine qui a joué dans plusieurs films allemands à la fin des années 20, et dont Liza Minnelli s'est explicitement inspirée pour son look dans le film. Ce qui est assez étonnant dans le film, c'est que, alors que les personnages masculins craignent un peu que le comportement de Sally choque la prude Natalia, Natalia vient au contraire demander conseil à Sally lorsqu'elle a finalement cédé aux avances de Fritz. Ça montre que pour Natalia, le comportement de Sally n'est absolument pas répréhensible et qu'elle constitue pour elle un modèle de femme à l'aise avec sa sexualité. Oui, effectivement, on est vraiment sur un modèle de femme libre, elle va refuser d'épouser Cliff, et puis il y a toute l'histoire de l'avortement, vers la fin de la pièce et du film, où elle décide de ne pas garder l'enfant qu'elle a fait avec Cliff/Brian. Je me suis demandé, mais j'ai pas trouvé la réponse, est-ce que c'est pas la première fois qu'une comédie musicale parlait, ou en tout cas parlait aussi clairement et explicitement d'avortement? Oui, je pense que c'est fort possible. Et donc ça, c'est tout ce qui fait de Sally un personnage de femme libérée, mais de l'autre, elle est présentée comme assez futile. Et comme on l'a indiqué, elle se tient à l'écart de la politique, ça ne l'intéresse pas, elle ne pense pas que ça la concerne. Il y a une réplique dans la pièce où elle dit Politics, what has that got to do with us? La politique, qu'est-ce que ça a à voir avec nous? Lorsqu'elle se dispute avec Cliff, là encore, elle ne veut pas voir ce qui se passe, contrairement au protagoniste Cliff. La pièce est, on va dire, du point de vue de Cliff, c'est peut-être un peu plus nuancé dans le film,
c'est lui qui va évoluer, c'est lui qui va changer de regard, qui va décider de partir, etc. Pas elle. Elle reste au même stage qu'au début, dans cette espèce de manière de s'auto-illusionner. Et Stacey Wolf, dans son livre, souligne effectivement l'ambivalence du regard sur ce personnage de Sally. C'est quand même Sally qui chante la chanson Cabaret à la fin, qui est donc le 11 o'clock number, le grand numéro presque final de la pièce, qui a des accents désespérés. En fait, c'est une chanson qui est en forme d'hymne, qui invite les gens à faire la fête sans se soucier de rien d'autre. Mais à ce moment-là de l'histoire, on peut pas vraiment la prendre au premier degré. Il y a une dimension clairement ironique. Et dans la plupart des versions, Sally va perdre sa contenance au fur et à mesure du morceau. Dans le film, c'est un petit peu différent parce que je trouve que la virtuosité de Liza est tellement importante qu'on sent un peu moins cette dimension-là. Elle chante la chanson de manière très exaltée, alors c'est sans doute une exaltation justement un petit peu maladive, mais la virtuosité l'emporte, si je puis dire. En plus, c'est un numéro qui a été beaucoup repris par Liza ensuite, c'est un peu aussi une chanson emblématique de sa carrière sur scène, alors je trouve que ça fausse un petit peu notre perception. Là, en revoyant le film, et un petit peu de la même façon que lorsque j'ai revu le film New York, New York, j'ai surtout eu l'impression de voir se former devant moi un peu le style de chant Liza Minnelli. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et c'est vrai que si on regarde le numéro sans le contexte de l'histoire, c'est plus le charisme de Liza et son côté, on va dire, entraînant qu'on retient plutôt que la conclusion glaçante d'une œuvre sur la montée du nazisme à Berlin, quoi. Enfin, dernier thème dont on voulait dire quelques mots, c'est l'évocation tout à fait explicite de l'homosexualité et la bisexualité de certains personnages. Donc comme on l'a vu, la sexualité du personnage masculin central Cliff/Brian a évolué avec les versions. Donc c'est un personnage qui est inspiré, comme on l'a dit aussi, de Christopher Isherwood, donc lui qui était explicitement homosexuel. Et je voulais simplement indiquer que Isherwood n'a jamais été très satisfait de la manière dont ça a été représenté, y compris dans le film. Il n'en est pas spécialement plus content que du fait qu'on ait complètement supprimé son homosexualité dans la pièce originelle. Et il trouvait que la manière dont était présentée la sexualité du personnage dans le film était un peu moqueuse. Il dit c'est une caractéristique un peu risible du personnage, comme s'il faisait pipi au lit, quelque chose comme ça. Alors, je le trouve un peu sévère. Mais bon, après il a bien le droit d'avoir un avis sur la manière dont son histoire, ou presque, est représentée à l'écran. Et dernière petite chose, sur le personnage du MC, dont j'avais envie de parler, parce qu'on est clairement sur un personnage queer, qui renvoie en fait à la culture queer du Berlin des années 20 et 30. Puisque, à l'époque, à Berlin, il y avait beaucoup de bars et clubs gays et lesbiens, et l'homosexualité, bien qu'évidemment interdite par la loi, était plus tolérée qu'ailleurs, et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle Isherwood s'y est rendu, ainsi que de nombreux autres artistes français, anglais, américains. Oui, en réalité, quasiment tous les numéros qui sont interprétés au Kit Kat Club font référence de près ou de loin à cette libération sexuelle, hein. C'est particulièrement explicite dans le numéro Two Ladies, également dans le monologue d'ouverture du MC, hein, qui présente les cabaret girls en disant qu'elles sont toutes des vierges. C'est une allusion qui est censée faire rire le public. Et aussi dans le film, dans le numéro Travesti dont je parlais tout à l'heure, hein, où on a vraiment constamment ce jeu avec les codes du genre. Et c'est donc désormais maintenant, nous sommes de retour en décembre, nous allons vous parler de la dernière version que nous avons vue au Lido à Paris, et cette version se joue depuis le 1er décembre et jusqu'au 3 février 2023. Alors elle se joue très précisément au Lido 2, donc la nouvelle version du mythique cabaret des Champs-Élysées qui a été racheté par le groupe Accor et dont la direction artistique a été confiée à Jean-Luc Choplin, donc ancien directeur du théâtre du Châtelet et du théâtre Marigny. Selon les dires de Jean-Luc Choplin dans le programme du spectacle, le lieu restera un cabaret et il a pour ambition de garder son ADN de grands spectacles musicaux et chorégraphiques, de développer des créations de théâtre musical de niveau international. Donc on peut espérer de nouvelles comédies musicales à venir dans ce Lido 2, même après Cabaret. Et va se poser bien sûr la question du lieu, puisque la salle du Lido se prête évidemment extrêmement bien à la comédie musicale Cabaret, on va y revenir, mais quid de toutes les autres productions de comédie musicale qui ne se déroulent pas dans un cabaret ?
ce qui est la plupart des comédies musicales. Il faut lire. Alors j'ai lu que des travaux allaient avoir lieu après la fin de Cabaret, jusqu'à fin 2023, donc à voir comment sera la salle après pour d'autres comédies musicales, mais en tout cas on a hâte de voir ça. Alors, commençons par présenter un peu l'équipe artistique de cette nouvelle version parisienne de Cabaret. Alors tout d'abord, la mise en scène et la co-scénographie de ce spectacle a été confiée à Robert Carsen, qu'on connaît déjà très bien, puisqu'il a beaucoup travaillé pour le théâtre du Châtelet sous l'ère Jean-Luc Choplin. Il a notamment mis en scène Candide, My Fair Lady et bien sûr Chantons sous la pluie. Donc c'est un metteur en scène fort habitué de comédie musicale, même s'il a aussi beaucoup travaillé par ailleurs, notamment pour des opéras, pour des scénographies d'exposition. Il a un CV long comme le bras, et c'est quelqu'un qui nous a déjà récompensé, on va dire, d'une très très belle production. La co-scénographie et les costumes sont signés de Luis F. Carvalho et les chorégraphies de Fabiane Aloïse. Maintenant parlons du casting de cette production. Alors tout d'abord, il faut signaler que ce cast est quasiment intégralement composé d'acteurs et d'actrices britanniques, que ce soit pour les rôles principaux ou pour l'ensemble, et c'est une production qui se joue évidemment entièrement en anglais. Dans le rôle de Sally Bowles, nous avons Lizzie Connolly. Je l'ai trouvée vraiment pas mal, assez pétillante, c'est un rôle toujours un peu difficile parce que le personnage est à la fois attachante et pénible, et là je l'ai trouvée vraiment, vraiment bien. Et alors, elle m'a bizarrement fait penser à Drew Barrymore sur scène, j'arrivais pas à ne pas penser à Drew Barrymore, même si ensuite en regardant les photos je trouve qu'elle lui ressemble pas du tout, mais bon, sur scène j'ai eu ce genre de vibe là. Ah, c'est marrant, moi j'ai pensé à Greta Gerwig. Ah oui. je sais pas. Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai. En tout cas, moi je l'ai vraiment trouvé super sur le jeu, vraiment hyper, comme tu dis, pétillante, cabotine, très très bien. Un tout petit peu moins bien sur le chant au tout début, sur la chanson Don't Tell Mama. Mais ça m'a pas choquée parce que j'ai repensé à ce qu'on s'était dit à propos de la production Strasbourg, cette idée que Sally finalement c'est qu'une artiste de seconde zone et qu'elle s'illusionne en fait quand elle pense qu'un jour elle va devenir une star, ce qu'on oublie bien sûr totalement dans le film puisque Liza c'est une superstar. Et Lizzie Connolly, je l'ai trouvée excellente pour le coup sur la deuxième partie du spectacle et notamment sur la fin avec la chanson Cabaret qu'elle interprète de façon extrêmement émouvante et convaincante. Dans le rôle essentiel dans Cabaret du MC, on a l'actrice non-binaire Sam Buttery, qui a un physique et un look vraiment déroutant. Enfin, c'était son visage en gros plan qu'on a choisi de mettre donc, sur les visuels promotionnels du spectacle. Et elle me faisait un petit peu penser à Divine, parce que voilà, c'est une actrice grosse, chauve, hyper maquillée, et elle était en robe lamée noire, c'était hyper impressionnant, avec des grosses chaussures noires, enfin, un look vraiment détonnant, à la fois très différent, bien sûr, du look de Joël Grey, qui a vraiment fait une version un peu canonique du MC, mais en même temps, on avait exactement, finalement, cette même étrangeté inquiétante, enfin, j'étais vraiment convaincue, et puis son interprétation du rôle est complètement saisissante et bluffante. Ouais, oui, complètement. Dans le rôle de Cliff, on avait Oliver Dench, que j'ai trouvé très bien. C'est un rôle difficile, en fait, parce qu'il est, il est plus fade, évidemment, que ceux de Sally et du MC. Mais ce comédien donnait pas mal de personnalité à Cliff, ce qui est toujours bien, parce que ça reste malgré tout le héros de l'histoire. Dans le rôle de Fräulein Schneider, nous avons Sally Ann Triplett. Je trouve ce nom extrêmement mignon. Oui. Et elle était, elle aussi, très bien, très juste, très touchante, tout comme Gary Milner en Herr Schultz, également excellent. Enfin, c'est vraiment deux rôles qu'on a plaisir à retrouver à la scène, même s'ils sont passés à l'as dans le film. C'est vraiment deux très beaux rôles. Et j'ai été également marquée par Charlie Martin, qui interprète Fräulein Kost. Elle m'a vraiment beaucoup impressionnée. En fait, je l'ai repérée dès l'ensemble, dès le premier tableau. Je l'ai trouvée formidable. C'est une actrice rousse avec une chevelure assez impressionnante. Et elle est vraiment très très bien dans ce rôle de Fräulein Koss qui, plus je vois la pièce, plus je me dis que c'est un rôle très très intéressant et limite parfois plus marquant que celui de Sally. Enfin, on peut citer dans le rôle de Ernst le charismatique Sharon Owens. Alors comme vous le savez, comme vous l'avez compris à l'écoute du reste de cet épisode, Cabaret est une œuvre qui, tout au long de son histoire, a été beaucoup modifiée, revue, des chansons supprimées, réajoutées, voilà.
Donc, qu'en est-il de cette dernière version? Oui, alors sur le site du Lido notamment, la promo clame, je cite, venez découvrir pour la première fois à Paris cette comédie musicale dans sa version originale. Mais on s'est rendu compte que c'était pas tout à fait vrai, hein, c'est pas vraiment la version originale. Ah ah ah, il faut pas nous la faire à nous, hein. Ben ouais. On a étudié la question de près. Je me suis demandé par rapport au livret déjà, donc vraiment on va dire le texte, s'il y a des petits morceaux, des petits bouts de répliques qui n'avaient pas été un peu modifiés. Par exemple, il y a une réplique, ça m'a marqué à un moment donné. Il parle un peu des codes narratifs hollywoodiens du cinéma. Il dit un truc comme si on était dans un film, à ce moment-là, il se passerait ci ou se passerait ça. Ça m'a paru bizarre qu'en 1931, un personnage ait à ce point incorporé les codes narratifs du cinéma. Et aussi Ouais. je crois que c'est le côté tout se passe très bien pour les héros, mais à un moment donné, il va y avoir une catastrophe. Oui. Donc voilà, ça je me suis dit c'était peut-être un peu récent comme ajout, mais en fait j'en sais absolument rien. En tout cas, ça me dit rien que ça soit dans la version originale. Et donc c'est peut-être quelque chose qui a été incorporé, inspiré des versions ultérieures, hein. Mhm. Parce que j'ai l'impression que le livret, de manière générale, incorpore des modifications qui ont été faites dans les versions d'après, notamment avec les allusions plus présentes à la bisexualité du héros au début de la pièce, puisque ça parle d'un mec qui le drague et qui l'aurait croisé dans un bar en Angleterre, etc. D'ailleurs, de manière générale, la dimension queer est plus mise en avant dans cette version, et il y a des boys dans le cabaret. Alors ça, je l'avais jamais vu. D'habitude, évidemment, il y a que des girls, et d'ailleurs, dans la chanson Willkommen, on a ajout de la réplique The boys are beautiful, qui habituellement n'y est pas, c'est The girls are beautiful, et là, il dit les deux l'un à la suite de l'autre. Oui, moi aussi je me suis demandé, j'étais en mode mais j'avais pas remarqué qu'il y avait des garçons aussi avant ou comment ça se passait. Mais c'était intégré de manière tellement convaincante que ça faisait pas bizarre si je puis dire. Ouais. En termes de chansons et de structure globale de la pièce, on peut dire qu'on est globalement sur la version originale de 66, mais qu'on a aussi une chanson du film, Money. C'est la seule que j'ai identifiée. J'avais parié sur le retour de Maybe This Time à la fin, mais j'ai eu faux. Il y a aussi incorporation plutôt de I Don't Care Much, qui est la fameuse chanson triste du MC, qui a été ajoutée à la pièce dans les années 80. Et il y a des chansons qui sont absentes par rapport à la version originale de 66. Celle que j'ai repérée en tout cas, c'est Miss Kite, donc le solo de Herr Schulz lors du mariage, et le solo également du personnage de Cliff. Oui, je me suis demandé pourquoi la scène du mariage me paraissait beaucoup plus courte que dans la version qu'on avait vue à Strasbourg, mais c'était du fait de l'absence de cette chanson. Oui, tout à fait. Alors maintenant, développons nos avis sur cette production. Est-ce qu'on a aimé ? Alors, bon, déjà, de manière générale, c'est sûr que face à la version qu'on a vue à Strasbourg, c'est le jour et la nuit. Moi, cette version du Lido, je l'ai trouvée vraiment splendide, hein. J'ai adoré. Et je trouve que la comparaison entre les deux versions, ça fait vraiment réfléchir sur le rôle de la mise en scène et du lieu où se joue une pièce pour une même œuvre. Je suis d'accord, c'était clairement supérieur à tout point de vue. Même les numéros des personnages secondaires qui m'avaient paru assez ennuyeux, qui m'avaient paru ralentir l'action lorsqu'on l'a vu à Strasbourg, ici sont super, notamment les solos de Fräulein Schneider. Et aussi le déséquilibre entre l'acte 1 et 2. Donc l'acte 1 faisait à peu près 1h30 versus 40 minutes pour l'acte 2. C'était toujours évidemment présent, mais ça paraissait moins choquant. Alors pour moi, les points marquants de cette production, c'est vraiment à la fois l'aspect immersif, la scénographie et les costumes, au-delà des interprétations, et qui, on l'a dit déjà, sont absolument impeccables. L'aspect immersif de Cabaret, donc ça c'est aussi quelque chose qu'on a déjà vu dans d'autres productions hein, de la pièce, mais là c'était hyper réussi, on était dans le Lido qui est un cabaret et qui est donc transformé en Kit Kat Club. C'était hyper impressionnant hein, d'être assise comme au cabaret. On était donc à une petite table. En plus, on était très très bien placés hein, grâce à notre invitation presse. Donc, on est vraiment ravis. On était super bien placés. Pour vous donner une idée, on était exactement là où est Liza Minnelli dans New York, New York. Je sais pas si vous voyez le moment là où elle attend Au début, De ouais. Niro. Bah voilà, on était dans ce genre de petite table. On voyait super bien la scène. Et les acteurs et les actrices viennent régulièrement dans les allées, interagissent avec le public qui est assis à ces tables.
À plusieurs moments, c'était vraiment chouette. On a totalement l'impression d'être le public du Kit Kat Club. Alors bien évidemment, ça pose la question de jusqu'où peut aller l'immersion. À chaque fois qu'il y a un moment festif dans la pièce, les interprètes, enfin les acteurs et actrices enjoignent le public à chanter avec eux, surtout quand c'est des représentations au Kit Kat Club. Donc je me suis demandé si quand, à la fin du premier acte, ils chantent Tomorrow Belongs to Me, hein, le fameux vrai-faux hymne nazi, je me suis demandé s'ils allaient carrément inviter le public à chanter avec eux. Ça aurait été complètement fou, ça aurait été, pleinement posé la question de ce que fait cabaret, parce que je pense que toute l'œuvre interroge la place du public, la place de ceux qui étaient Mm. témoins mais n'ont rien fait. Voilà, ça aurait pu être complètement dingue, mais presque, j'ai envie de dire, bon, heureusement, ils ne l'ont pas fait. C'est évidemment extrêmement, touchy de faire ça. Et je pense que le public, n'est pas prêt et peut-être de toute façon qu'il a raison. Mais en tout cas, je me suis dit que ça aurait été dingue s'ils avaient choisi de faire ça. Il me semble d'ailleurs qu'à la fin du spectacle, j'ai entendu des gens protester qu'on fasse un spectacle sur le nazisme. Hein, j'ai peut-être rêvé, mais peut-être qu'il y a des gens qui sont venus sans savoir de quoi parlait Cabaret, mais bon, voilà. Donc c'est évidemment toujours quelque chose de très, très délicat. C'est fou, ça veut dire que la pièce, encore aujourd'hui, a une valeur quand même transgressive Mmh. et subversive qui traverse les années, quoi. En tout cas, vers la fin de l'acte 1, quand il est révélé, même s'il y a des indices avant, bien sûr, que Ernst est un membre du parti nazi, au moment où il enlève sa veste et on voit son brassard avec la croix gammée, il y a eu des petits gasps dans le public, ça m'a marqué ce moment, les gens ont fait Oh non, un nazi! c'est ça, on serait pas douté qu'il y en avait, vu le contexte. Donc complètement d'accord avec toi sur l'immersion, et la scénographie était également très cool, elle tirait très bien profit de l'espace, avec donc cette scène qui s'avance vers le public, et l'orchestre de 7 musiciens qui étaient disposés sur les deux côtés, et il y avait également une trappe sur la scène donc, d'où montaient et descendaient les différents décors pour les passages qui se déroulent en dehors du cabaret, donc la chambre de Cliff, le couloir de la pension de Fräulein Schneider, ou encore le kiosque de la fête des fiançailles. Juste à un moment sur le début de I Don't Care Much, qui est une chanson vraiment toute, enfin qui commence tout doucement. Quand la trappe est remontée, ça faisait un bruit d'enfer. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Après, j'ai compris que c'était la trappe. Au moment des fêtes de fiançailles, donc de Herr Schultz et Frau Schneider, on est au début sur le décor de la maison là, de Frau Schneider, et les artistes du cabaret enlèvent les panneaux des murs de la maison pour les déposer arrière-scène, et on n'a plus que la structure de la maison. Je ne sais pas si c'est clair ce que j'explique. Je me suis demandé si c'était une métaphore de on ne se cache plus, les dernières barrières qui tombent face au nazisme, puisque c'est au moment où, voilà, où le nazisme fait frontalement irruption dans la pièce. Une façon peut-être aussi de mettre les personnages à nu. Enfin, je sais pas, j'ai philosophé sur cette symbolique-là. Mais en tout cas, c'était très joli. Ça permettait aussi d'apporter encore un nouvel espace. Et peut-être juste, on devrait préciser que c'est vrai que cette scène du Lido, elle est très petite par rapport à une scène, on va dire, habituelle de comédie musicale, sans comparer bien sûr avec un zénith où ça Oui. durerait la nuit, mais même pour un lieu qui fait des comédies musicales, c'est particulièrement petit, donc il fallait forcément trouver une solution pour pouvoir passer d'un décor à l'autre et multiplier un peu les espaces. Oui, complètement. Et du coup, il y a aussi dans cette volonté d'élargir un peu la scène, il y a aussi l'utilisation de projections, donc sur le mur du fond, qui permettent de figurer le train. Dans la scène du début, j'ai bien aimé ça. Il y a une projection comme si c'était les fenêtres du train, quoi, au moment de l'arrivée de Cliff à Berlin. Et ensuite, de projeter des images dans le fond à des moments importants de l'histoire, on va y revenir. Alors Fanny, tu voulais nous dire un mot sur les costumes. Oui, ça m'a vraiment marqué, je les ai trouvés hyper beaux et surtout hyper nombreux. J'ai l'impression que dans certaines productions de cabaret, les filles du Kit Kat Club, elles passent leur temps en corset jartel, mais là, elles se changent tout le temps. Et tout est splendide, aussi bien leur robe de soirée pour le Nouvel An que leur robe de ville pour la fête de fiançailles de Schultz et Schneider, ou encore les tenues faites de billets pour le numéro Money Money. Et aussi à la fin, elles reviennent un peu comment dire, en petite tenue, mais genre un peu en pyjama, je sais pas, ou en nuisette, comme au début, mais tous les costumes sont gris
Alors je sais pas si c'est pas exactement les mêmes tenues qu'au début ou si c'est juste un effet de lumière, mais on a cette idée, à la fois par le costume et par l'interprétation, bah voilà, tous les danseurs et danseuses du Kit Kat Club ont été comme, j'ai envie de dire, lobotomisés, enfin je sais pas, ils sont Hmm. comme hypnotisés en fait par la montée du nazisme. C'est un peu compliqué à expliquer, mais il y a quelque chose qui passe, je pense, à la fois par les costumes, la lumière et l'interprétation du numéro final. Ouais. Mais justement, parlons des numéros. Moi, j'avoue que dès le début, j'ai été happée par le numéro introductif Willkommen. Non seulement avec l'interprétation donc de Sam Buttery qui improvisait pas mal et qui s'adressait au public, mais aussi avec la chorégraphie des boys et des girls que j'ai trouvé absolument splendide, et d'ailleurs dans le reste du spectacle également. Moi aussi, j'ai trouvé ce début particulièrement saisissant. Je sais pas à quoi ça tenait, parce que c'est vrai que le côté adresse au public, on l'a souvent au début Mm. de Willkommen, mais là, ça fonctionnait pour de vrai. On est hypnotisé presque, et il y a aussi une force de cet ensemble qui se révèle d'emblée absolument impeccable, chacune dans son personnage. C'est hyper plaisant et impressionnant. Ouais, ouais. Bah du coup, un numéro juste après qui aussi utilise assez bien l'ensemble, c'est la chanson Telephone Song, que j'ai trouvé très sympa avec le concept des téléphones dans le cabaret où on se parle d'une table à l'autre, puisqu'en fait il y avait des tables, j'ai oublié de le préciser, sur le côté de la scène devant les musiciens où s'installait le public fictif du cabaret, ça marchait très bien. Et j'ai aimé également le numéro Don't Tell Mama, qui était très chouette avec Sally et les girls en lingerie rouge. Et juste avant qu'elles passent en tenue rouge, elles sont au tout début du numéro en écolière. Bon, c'est plutôt bien vu, hein, puisque Mm. donc Sally parle du fait que sa mère pense qu'elle est dans un couvent dans le sud de la France. Je me rappelle pourtant pas avoir déjà vu ça, même si bon, effectivement, c'est quelque chose qui pourrait être assez attendu, mais en tout cas, c'était réussi. Quelques mots du numéro A Pineapple for Me, une chanson toujours tellement cute, je trouve, donc entre Schulz et Frau Schneider. Mais ici, on a un petit côté humoristique, parce qu'à un moment donné, il pose la nana sur une chaise et c'est un peu comme s'il le faisait danser. Enfin, c'était trop mignon. Ouais, c'était vraiment un super numéro, très rigolo, très tendre. Et j'ai bien aimé aussi le duo, donc toujours entre Schulz et Fräulein Schneider, Married, qui est une chanson qui passe un peu inaperçue dans la bande-son, qui pourrait paraître ennuyeuse, mais là qui avait vraiment aussi un côté très chou, aussi sûrement dû aux deux interprètes qui étaient très attachants. Le numéro Two Ladies, la fameuse chanson du MC qui évoque un ménage à trois, a lui aussi été pas mal revisité, puisqu'ici on va pousser entre guillemets la provocation encore plus loin, parce qu'en fait les trios autour du MC, enfin les duos du coup autour du MC, ne font que se recomposer et décomposer et sont alternativement deux hommes, deux femmes, un homme et une femme. Et ils sont aussi tous vêtus de tenues en mode sadomaso, bondage, enfin il y a quelque chose de très très sulfureux, et je trouve que c'est une façon un peu intelligente de remettre la provocation un peu au goût du jour, parce que bon, voilà, le mec qui se tape de nana, c'est pas spécialement provocateur Mm. aujourd'hui. Et donc on retrouve aussi dans cette production le numéro Money, donc un numéro du film, mais qui au fil des versions a souvent été incorporé dans les productions scéniques. Moi j'étais contente, hein, parce que j'adore cette chanson, même si là j'étais pas trop fan de la scénographie. Au début on a le MC qui est sur des toilettes en or et on a toute une espèce de pyramide dorée. Bon, je pense que c'est en mode ça brille mais c'est de l'argent sale, puisque à la scène précédente on vient d'évoquer le fait que Cliff accepte de travailler pour Ernst sans se préoccuper des activités auxquelles il contribue. Bon, après le numéro était assez plaisant malgré tout, mais j'avoue que je suis tellement attachée à la version du film et la petite chorégraphie là, les ouh de Liza et Mm. de Joel Grey, qu'on peut pas rivaliser. Mais bon, c'était cool quand même. Alors si je dis pas de bêtises, le numéro commençait avec la Money Song, mais qui est une autre Money Song, qui était celle dans la toute première version de la pièce, qui s'appelle Sitting Pretty, là ça fait I got all the money I need. Et ensuite ça bascule sur celle du film. Alors apparemment c'est un medley qui était déjà présent dans le revival de 93, hein. C'est vraiment complexe toutes ces différentes Ouais. versions de cabaret. Mais je suis d'accord, c'est trop cool de retrouver cette chanson. Alors moi, bon, les toilettes en or, oui, bon, c'est peut-être un peu too much, mais j'ai trouvé rigolo le côté un peu parodie des Folies Bergères avec cette espèce de grand escalier doré, là, qui était effectivement surplombé par ces chiottes dorées. Mais ça m'a plutôt amusé pour le coup. Numéro dont on peut encore dire un mot, même si on l'a déjà dit tout à l'heure, c'est le numéro titre Cabaret, où je suis d'accord avec toi, très très belle performance de Liz Connolly.
Par rapport à d'autres versions où le personnage est plus contenu, plus debout derrière son micro, etc., là, elle faisait beaucoup de gestes, beaucoup de déplacements sur la scène, mais absolument rien ne paraissait forcé. Oui, même au moment où elle s'accroupit pour belter les notes finales, ça faisait même pas bizarre. Alors, c'est qu'elle nous avait bien embarqués, on va dire. Complètement. Et enfin, numéro dont il faut dire un mot, c'est le final, qui, donc tu l'as déjà un peu évoqué, a tous les personnages sur scène. Et donc, derrière eux, défilent des images d'Hitler et des nazis, puis des images de fascistes d'aujourd'hui, donc des rassemblements, etc., néo-nazis, en mode ça n'est jamais fini. Alors, évidemment, c'est un petit peu attendu, mais j'ai trouvé ça assez efficace. Ouais, moi aussi, je suis à la fois un petit peu partagée vis-à-vis de ce genre de procédé. Est-ce qu'on doit pas quand même laisser le spectateur réaliser lui-même que, ah oui, ça peut recommencer à tout moment? Est-ce qu'on doit vraiment tout souligner? Mais en même temps, c'est vrai que ça fonctionne. Eh bien voilà, tout ce qu'on avait à vous dire sur cette version de Cabaret au Lido, qui donc se joue encore jusqu'au 3 février. Si vous avez l'occasion, franchement, on vous le conseille. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de cette version, ce que vous pensez de Cabaret en général, est-ce que vous avez vu d'autres versions, est-ce que vous aimez le film, etc. On attend tout ça sur nos réseaux sociaux. Et en attendant de pouvoir un jour voir Cabaret sur grand écran, pour le moment, pour la prochaine séance du All That Jazz Cinéma Club, on vous propose de venir donc le dimanche 18 décembre à 17h à l'Archipel, voir ou revoir la comédie musicale The Little Shop of Horrors, qui se joue, je vous le rappelle, à l'Opéra Comique pour toute cette fin d'année. Et donc, on vous le redit, nous avons un code promo pour avoir une réduction de 30% sur les dates du 18 au 25 décembre. Donc c'est aujourd'hui sur notre story Instagram. Et si vous avez raté le coche, vous pouvez bien sûr nous écrire sur les réseaux sociaux ou par mail pour nous demander ce code promo. Au revoir et à très bientôt pour un nouvel épisode de All That Jazz. À bientôt. Salut tout le monde!